Bonjour et bienvenue aux mathématiques. Dans cette présentation, nous allons parler des fonctions usuelles. C'est la deuxième présentation consacrée à ce sujet. Ici, nous allons en 4 points aborder les autres fonctions usuelles, à savoir au premier point les fonctions trigonométriques, deuxième point les fonctions exponentielles, troisième point les fonctions logarithmes et quatrième point les fonctions transcendantes. Nous commençons par les fonctions trigonométriques. Il existe 6 fonctions trigonométriques de base. Nous allons les rencontrer toutes plus loin. Parmi ces 6 fonctions, nous avons notamment sinus et cosinus. On peut citer les autres. Il y a tangente, il y a cotangente, il y a sécante et cosécante. Ce qui est important, c'est que ces autres fonctions sont définies à partir de sinus et de cosinus. Donc, nous pouvons considérer ces deux comme étant les deux fonctions trigonométriques fondamentales. Nous avons la courbe représentative de cosinus. Comme nous le savons, ou bien nous pouvons constater ici, la fonction oscille entre 1, la valeur maximale, et moins 1. Ce qui fait la différence entre les deux fonctions, c'est la position. Par exemple, cosinus prend la valeur maximale à 0 et la valeur minimale à pi et revient après une période de 2pi, dont les deux ont la même période. Alors, pour sinus, la valeur maximale est prise à pi sur 2 et la valeur minimale à 3 ou bien 3 pi sur 2, c'est-à-dire pi plus pi sur 2. Et la période est la même pour les deux. Nous passons aux fonctions exponentielles. Les fonctions d'une équation de la forme f qui à x associe y égale à x, dont la variable intervient ici maintenant en exposant. Et a doit être un réel supérieur strictement à 0. A supérieur strictement à 0, un réel supérieur à 0. Donc, de telles fonctions sont appelées des fonctions exponentielles. A est appelé la base de la fonction exponentielle. Alors, il y a des caractéristiques communes à toutes les fonctions exponentielles. Le domaine de définition, c'est toujours R. Donc, une telle fonction est définie pour tout nombre réel. Et l'image, c'est toujours les réels positifs. Nous voyons ici A à la puissance X, quel que soit X, c'est des réels positifs non nuls. Au niveau des représentations graphiques, il y a des constantes. Nous voyons ici pour x positif, c'est-à-dire donc là, nous avons donc des courbes situées dans le premier et le deuxième quadrant, et ce sont des courbes croissantes. Pour des x négatifs, nous avons donc des courbes aussi situées dans les deux premiers quarts de plan, mais plutôt croissantes. Ici, on va de 0. Quand on vient de moins l'infini vers plus infini, la fonction croît de 0 vers infini. Et nous voyons l'allure de la croissance. Nous avons ici l'allure augmente avec la valeur de A. Nous avons ici 2 puissance x, 3 puissance x et 10 puissance x. Ici, donc, nous disons pour les x négatifs, nous voyons donc la décroissance. On décroît de infini plus infini à 0, nous avons dit. Toutes les courbes passent par le point de coordonnée 0, 1. Vous voyez ici, que ce soit pour x positif ou bien pour x négatif, toutes les courbes passent par le point de coordonnée 0, 1. Parmi les fonctions
exponentielle, il y a une particulière que nous appelons l'exponentielle naturelle. La fonction exponentielle de base E est appelée fonction exponentielle naturelle. E, c'est le nombre de Euler, à peu près égal à 2,7182. Toutes les machines à calculer peuvent vous donner E aujourd'hui avec une très grande précision. Cette exponentielle naturelle est notée exponentielle de E ou bien exponentielle de E ainsi. En fait, toute fonction exponentielle peut être exprimée en fonction de l'exponentielle naturelle. Voilà ce qui fait le poids et la place de l'exponentielle naturelle en mathématiques. Toutes les fonctions exponentielles égales à la puissance x peuvent être exprimées en fonction de l'exponentielle naturelle. Les fonctions exponentielles se sont montrées très adaptées pour la modélisation de beaucoup de relations dans la nature et en sciences, notamment les processus de croissance et de décroissance. Par exemple, la décroissance, c'est en radioactivité, la dégénération radioactive, je crois, c'est ça. La croissance de la population, que ce soit la population de bactéries, population d'arbres dans une forêt, donc presque dans tous les domaines, on a une quantité au départ et après un certain temps, on observe comment le nombre a augmenté à partir de la quantité de départ. C'est ce qu'on appelle les situations de croissance. Il y a d'autres fonctions que l'on construit à partir de la fonction exponentielle naturelle. Ici, nous allons parler tout simplement de cette fonction que l'on appelle, qui n'a pas de nom en particulier, ou bien nous reviendrons dessus en parlant des fonctions hyperboliques plus loin. Donc, la fonction f définie par x, qui a x associé u égale à n demi de exponentielle de x, plus exponentielle de moins x. Sa courbe représentative est appelée caténaire ou chaînette. Quand nous représentons ici autour de 0, une sorte donc de symétrie, d'équilibre, bon, disons symétrie autour de la valeur x égale à 0, ou bien autour de l'axe des ordonnées. Ceci ressemble à un câble suspendu. Regardons un peu, regardons ici, nous avons l'habitude de rencontrer par exemple des câbles électriques. Nous voyons entre deux supports comme ceci, il y a toujours une sorte de chute du câble comme cela, inévitable. Cette profondeur augmente souvent avec la dilatation du câble. Donc, la caténaire comme modèle de câble suspendu, ça ne se limite pas là-bas, cette fonction comme modèle. Elle est aussi utilisée, la fonction que nous avons vue, comme modèle pour les structures de support. Par exemple, les arcs dans certaines constructions de ponts. Les arcs pour soutenir certaines constructions comme les ponts. Nous passons aux fonctions logarithmes, les fonctions logarithmes qu'on considère comme inverses des fonctions exponentielles. Les fonctions d'une équation de la forme f qui à x associe y égale à logarithme a de x avec m élément de r, c'est plutôt a, ça doit être donc a élément de r, sont donc appelées des fonctions logarithmes. Donc, nous devons avoir plutôt a élément de r, a élément de r. Donc, sont appelées fonctions logarithmes. A est appelée base du logarithme.
ce sont les fonctions inverses des fonctions exponentielles. Et nous avons dit qu'il y a une fonction exponentielle particulière. Nous appelons la fonction exponentielle naturelle. L'inverse de l'exponentielle naturelle est appelée fonction logarithme naturelle ou fonction logarithme népérien. Fonction logarithme népérien. Nous mettons ici E, c'est l'inverse de logarithme népérien. On écrit Ln. Et, ou bien, pour revenir à la définition, c'est le logarithme à la base E. Ln, logarithme naturel ou népérien, c'est le logarithme à la base E. Et son inverse, c'est l'exponentielle naturelle, l'exponentielle dont la base est le nombre de Euler. Regardons comment se présente ou bien l'allure de représentation graphique des fonctions logarithmes. Ces représentations sont situées maintenant entre le premier et le quatrième quart du plan. Et nous pouvons voir l'allure. Logarithme de base 10 plus petit ici, logarithme de base 5, logarithme de base 3, logarithme de base 2. En fait, nous constatons que la fonction croît plus vite ou bien la croissance est inversement proportionnelle à la base, comme nous pouvons voir. La croissance inversement proportionnelle à le rythme, la vitesse de croissance inversement proportionnelle à la base. Et toutes les courbes passent par le point de coordonnées 1, 0. Nous avons dit pour les exponentielles, toutes les courbes passent par le point de coordonnées 0, 1. Ici, c'est le point de coordonnées 1, 0. On pouvait s'y attendre, sachant que les exponentielles sont inverses des logarithmes et vice-versa. Les fonctions transcendantes, toute fonction qui n'appartient pas à la classe des fonctions algébriques est une fonction transcendante. Dans la première présentation, nous avons terminé par les fonctions algébriques en disant que ce sont des fonctions que l'on obtient des polynômes à l'aide des opérations algébriques que sont l'addition, l'association, la multiplication, la division et même la racine carrée. Si une fonction ne peut pas être obtenue de cette manière, il s'agit d'une fonction transcendante. Donc, les fonctions trigonométriques que nous avons présentées au début sont transcendantes, tout comme les fonctions trigonométriques inverses. Les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmes que nous venons de présenter sont aussi des fonctions transcendantes et ce n'est pas tout. Nous allons au fil de notre voyage à travers les mathématiques rencontrer beaucoup de fonctions transcendantes. Nous voici arrivés au terme de cette présentation sur le deuxième groupe de fonctions usuelles. Merci d'avoir suivi.